Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Coruscant, la comté, Westeros, autant d'univers dont nous n'avons jamais foulé le sol mais qui nous semblent familiers. Des univers issus de l'imagination fertile de leurs auteurs et autrices, mais qui peuvent aussi être explorés par la géologie, la paléontologie ou encore la physique. Des mondes de fiction qui, à leur tour, nourrissent les esprits de ces scientifiques venus de la planète Terre et que nous allons redécouvrir aujourd'hui. Bienvenue au Labo des Savoirs, vous l'aurez compris, les univers imaginaires vont nous intéresser aujourd'hui et après avoir observé des espèces fantastiques dans une émission précédente, nous allons être accompagnés de deux scientifiques et spécialistes des univers de fiction, à savoir Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au Centre de recherche en paléontologie à Paris, vulgarisateur scientifique de l'imaginaire, auteur et directeur de l'ouvrage Le Trône de Fer et les sciences, paru aux éditions Belin et qui rassemble plusieurs scientifiques. Il ne sera pas seul car nous aurons également l'intervention de Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, vulgarisateur et auteur également sur les mondes de Dune, Alien ou encore Star Wars. Deux explorateurs dont les interviews ont été préparées et menées avec brio par Nolwenn Laroche-Pelletier et avant de commencer notre périple, Célie Dubost nous cartographie un autre univers peuplé, lui, de petits sorciers et petites sorcières. La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs. Dans les œuvres de fiction, les auteurs et les autrices nous emmènent en voyage dans le temps, comme dans Retour vers le futur par exemple. Ils et elles nous font découvrir des contrées inventées de toutes pièces, telles que dans Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, mais d'autres histoires nous amènent dans un autre monde, un monde parallèle au nôtre ou intriqué avec ce dernier. C'est le cas de l'univers créé par J.K. Rowling dans les romans Harry Potter. Dans ces romans, le monde des sorciers ne se substitue pas au monde réel, mais lui est concomitant. L'action se passe en Grande-Bretagne, à l'époque contemporaine de l'écriture des livres. Ce n'est pas non plus un univers parallèle à proprement parler. En effet, il existe des points de rencontre entre le monde magique et le monde non magique, peuplé de moldus, celles et ceux qui n'ont pas de pouvoir magique et qui ne se doutent pas de l'existence de ces derniers. Il s'agit donc d'un monde rapproché qui existe dans le même espace, comme le décrit Benoît Montabonne dans son article Harry Potter, la magie des lieux dans un monde discontinu, paru en 2013. Mais ce monde ne se restreint pas seulement à la Grande-Bretagne. Dans le 4e tome de la série, Harry Potter et la Coupe de Feu, nous apprenons qu'il existe des écoles de sorcellerie en Europe et au Brésil. Cette extension planétaire permet de crédibiliser le monde des sorciers. Toujours selon Benoît Montabonne, l'originalité des romans réside dans le fait que l'autrice mélange dans des lieux fictionnels, des lieux imaginaires et des lieux réels. Malgré le fait que, comme le souligne Pierre Jourde en 91 dans son ouvrage Géographie imaginaire de quelques inventeurs du monde du XXe siècle, tout monde imaginaire a besoin de frontières parfaitement étanches qui le mettent à l'abri d'une éventuelle contamination extérieure, tout en conservant la possibilité de les traverser pour aller de l'autre côté. Il existe des lieux de transition entre ces deux mondes. Parmi ces lieux, on retrouve le chaudron baveur ou la gare de King's Cross par exemple. En dehors de ces lieux de transition, on recense plusieurs types de lieux dans les romans. Un lieu central, Poudlard, l'école des sorciers, où se déroule la majorité des événements. Des lieux majeurs, le terrier, la maison de la famille Weasley, le ministère de la magie. Ils sont majeurs pour le déroulement de l'intrigue, malgré le fait que les protagonistes n'y passent que peu de temps. Il y a aussi les lieux relais, tels que le chemin de traverse ou Azkaban, la prison des sorciers. Ce sont des lieux incontournables dans le monde des sorciers et indispensables à la quête d'Harry Potter. Les lieux décors, comme Préolard, ce sont des lieux qui contribuent à la construction du monde des sorciers et le rendent crédible en tant que support d'une société. Tous ces lieux ne sont ni contigus ni proches, mais ils sont le support du monde des sorciers et ils forment la trame spatiale des romans. Le monde des sorciers s'organise donc en réseau,
mais les sorciers ne sont pas vraiment conscients de la distance et de l'espace qui sépare les différents lieux qu'ils fréquentent. Cela est en partie dû à leurs moyens de transport. Une analyse des romans met en lumière plusieurs types de moyens de déplacement, le transplanage, le réseau de cheminées et les porte-loin, qui permettent de passer d'un lieu à un autre sans traverser physiquement l'espace qui les sépare. Le magicobus, les véhicules transformés et les balais traversent l'espace, mais utilisent sa distance topologique. La majorité des moyens de transport utilisés s'affranchissent donc de l'espace et permettent presque l'ubiquité et l'instantanéité. Parmi tous ces moyens de transport, seul le train, le Poudlard Express, qui amène les élèves à Poudlard et les ramène à Londres, nécessite une infrastructure lourde qui prend du temps. Au vu des autres moyens de transport, il ne paraît pas tout à fait nécessaire, mais revêt plutôt d'un caractère initiatique. C'est une transition entre le monde des moldus et celui des sorciers, entre les vacances et l'école. Les sorciers et les sorcières créent ce que l'auteur Jean-Christophe Gay, dans son ouvrage Les discontinuités spatiales en 91, des îles. Ce sont des lieux magiques, protégés par des sorts, isolés du reste du monde. Ces îles forment alors un archipel. Et ce sont les moyens de communication qui permettent de mettre en relation ces lieux non contigus. C'est plus la connexion des lieux entre eux que leur situation géographique qui importe. Ces archipels peuvent être éphémères, comme dans le dernier tome de la série lorsque les 3 héros errent à travers l'Angleterre sans vraiment savoir où aller, ou bien fixes et durables, pleins de symboles, de traces et de références du passé. Ce sont par exemple l'école de sorcellerie ou le terrier, voire le chemin de traverse. Créer un monde imaginaire est donc chose complexe à laquelle il faut certainement réfléchir longuement pour y inférer une cohérence forte et que les lecteurs et les lectrices puissent s'y projeter facilement. Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses. Dans l'épisode précédent, nous avions abordé la faune fantastique de Tolkien en compagnie du chercheur et vulgarisateur scientifique Jean-Sébastien Steyer, un des co-directeurs du livre Tolkien et les sciences. Bonjour Jean-Sébastien Steyer, merci d'avoir répondu présent pour ce 2e épisode. Bonjour, merci à vous pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Je vous invite donc à reprendre notre balade en Terre du Milieu. Et cette fois-ci, je vous propose de nous intéresser à ce qui se trouve sous nos pieds. Effectivement, outre le bestiaire étoffé chez Tolkien, l'auteur a également pensé toute une géologie pour son monde. Sur quelles méthodes et outils se sont basées les analyses géologiques et comment ont-ils été adaptés à l'univers ? Alors, pour la géologie, dans Tolkien et les sciences, en fait, on s'est basé donc sur les descriptions de paysages de Tolkien et puis on s'est aidé aussi avec les adaptations notamment de Peter Jackson pour essayer de bien déjà comparer en fait l'adaptation et l'œuvre originale de Tolkien. Et on est parti donc essentiellement des descriptions pour reconstituer d'abord dans un premier temps une sorte de carte géologique de la Terre du Milieu avec une zone hypervolcanique, bien sûr le Mordor, mais aussi une zone de plaine avec peut-être un bassin d'effondrement ou une zone métamorphique. Ce sont des roches, en fait, les roches métamorphiques qui sont complètement transformées sous l'effet de pression et de température avec le temps, bien sûr. Donc on a essayé de, pour chaque description de pays, de contrées ou de paysages, de coller en fait à une géologie. Et puis ensuite, avec l'histoire elle-même de la Terre du Milieu, on a essayé de reconstituer une histoire tectonique. Parce que la Terre du Milieu, ou en tout cas Arda, en fait, le monde complexe de Tolkien, parce qu'il n'y a pas que la Terre du Milieu, il y a l'île de Núménor aussi, par exemple, qu'on va voir dans le préquel, les Anneaux de pouvoir. Voilà, cette île-là s'effondre. Donc, ça implique en termes de géologie et de volcanisme aussi des événements importants. Le Mordor est complètement découpé quand on regarde la carte de la Terre du Milieu qui nous a beaucoup aidé aussi. On voit que c'est découpé sous une forme presque très rectangulaire. En fait, c'est bordé de volcans. Donc là, ça veut dire qu'on a une certaine configuration au niveau de failles tectoniques, de failles transformantes, de failles actives, etc. Donc tout ça mis de bout à bout, on a essayé de reconstituer une enquête scientifique et on s'est mis dans la peau d'un géologue qui se promènerait en fait en Terre du Milieu, mais pas que donc, pour essayer de mieux comprendre ce monde-là en fait.
Et dans l'ouvrage Tolkien et les sciences, il n'y a pas que la géologie et la climatologie qui sont abordées. Ces deux notions se complètent et permettent une meilleure visualisation des paysages, notamment en les comparant avec des paysages réels. En s'appuyant sur notre actualité climatique, l'industrialisation de l'Isengard pourrait-elle modifier le paysage environnant en le polluant, et comment ? Oui, alors tout à fait, effectivement, on voit dans Le Seigneur des Anneaux, en fait, on voit Saruman qui est complètement sous l'emprise de Sauron et qui doit constituer une armée de métal, de guerriers, d'armures, d'épées, etc. Donc il va y avoir d'abord, il va couper des arbres dans la région de l'Isengard et puis jusque dans la forêt de Fangorn. Et donc, il va y avoir un déboisement massif et une érosion en fait des sols qui vont uniquement lessiver parce que l'avantage des forêts, c'est que quand il pleut, l'eau est bien captée en fait dans le sol et puis ensuite dans l'humus. Et il y a toute une faune et une flore d'ailleurs associée au sous-bois. Et quand vous déboisez, eh bien c'est pour ça qu'on parle de cataclysme, enfin de catastrophe aussi écologique, c'est que vous n'avez plus du tout de sol. Enfin, il y a des sols, mais les sols sont nus. Et donc, quand il pleut, l'eau, c'est quasiment uniquement de l'eau de ruissellement, de lessivage qui va éroder en fait et balayer toute la surface. Et donc, voilà, ça implique aussi au niveau local, en tout cas dans un premier temps, peut-être un climat plus subdésertique au-dessus de l'Isengard. Et donc, on peut s'amuser effectivement à comparer ces modèles climatiques que l'on a obtenus avec des modèles scientifiques. Hein. En fait, en termes de climatologie, c'est un collègue anglais qui est climatologue et paléoclimatologue, c'est-à-dire qu'il travaille sur des climats en fait du passé, et, qui a utilisé un modèle en fait climatique, c'est-à-dire un modèle numérique, un petit peu comme les collègues météorologues utilisent des modèles aussi pour fragmenter l'atmosphère en petits cubes de vecteurs, de courants aériens, de pluie, de température, etc., pour modéliser tout ça et faire des prédictions sur la semaine, quoi, en sachant que plus on prédit loin dans l'avenir, moins notre résultat est confiant en fait. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'indice de confiance dans les modélisations. Et donc Dan Lunt, qui est un collègue climatologue britannique, a fait la même chose en intégrant en fait les données de la Terre du Milieu avec les transformations, hein, bien sûr, de la Terre du Milieu. Vous avez parlé de l'Isengard tout à l'heure, mais il y a aussi quand Sauron réveille en fait les volcans en Mordor. Voilà, ça a des impacts aussi au niveau climatique assez globaux, assez global aussi. Et il a fait la même chose, Dan Lunt, sur la carte de Westeros et d'Essos, donc les deux continents principaux de l'œuvre d'un certain G.R.R. Martin. C'est plus J.R.R. Tolkien, mais c'est George en fait R.R. Martin, c'est-à-dire l'auteur du Trône de Fer, et dont on attend là tous une préquelle, House of the Dragon, qui va sortir, je crois, bientôt en octobre ou en septembre, je sais plus. En fait, les deux préquelles du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir et puis House of the Dragon, vont quasiment sortir en même temps. Donc on est ravis parce qu'on va avoir là des données nouvelles pour confirmer ou pas en fait nos modèles climatiques et surtout nos conclusions. Et puis des données nouvelles aussi pour peut-être parler encore plus de science en partant de ces mondes imaginaires qui sont hyper construits, hyper détaillés et qui nous servent finalement de leitmotiv pour éveiller la curiosité, pour expliciter la méthode scientifique. Finalement, c'est le but aussi. Ouais. Effectivement, là où chez Tolkien, c'est le chaud et le feu qui sont omniprésents à travers la dévastation de Smaug, puis plus tard la montée en puissance de Sauron, on aurait tendance à dépeindre un monde de glace et de froid pour Martin, celui chez qui l'hiver arrive. Dans un contexte de refroidissement du Westeros, voire de Planetos, avec le fameux Winter is Coming, quelles conséquences cela pourrait provoquer sur les populations humaines ? Pourrait-on prévoir l'impact du refroidissement sur les hominidés en s'appuyant sur notre histoire paléoclimatique ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a fait dans le Trône de Fer et les Sciences, c'est-à-dire un autre collectif, où là, on est un petit peu moins nombreux, parce que Tolkien et les Sciences, on a quand même près de 40 auteurs,
Là, pour le Trône de fer et les sciences, toujours aux éditions Belin, en fait, j'ai réuni une bonne demi-douzaine d'auteurs, en fait, des collègues que je connais assez bien, différents spécialistes. Il y a un historien, Jean-Paul Demoule, Stéphane Giner est géomorphologue. J'ai refait appel aussi à Dan Lund pour le climat, bien sûr. On a Barbara Lemaître qui nous parle des marcheurs blancs, de la signification notamment symbolique des espèces de zombies du froid qui sont pas vraiment des zombies d'ailleurs dans les livres. On a aussi Yann Leroux qui est psychologue et psychoclinicien qui traite de personnages torturés comme Bolton et d'autres personnages très complexes. Et puis on a aussi Pierre Poveda qui est archéologue sous-marin qui reconstitue d'une manière historique en fait les différentes embarcations que l'on voit en fait alors soit à l'écran dans la série Game of Thrones, soit en fait que George Martin décrit dans les livres. Donc avec ce collectif-là, et en plus on est illustré par William Simpson, qui est le storyboarder officiel en fait de la série, que j'ai rencontré au Salon du Livre en fait à Toulon. On a bien sympathisé. On avait fait en fait une table ronde ensemble sur l'importance de l'heroic fantasy et de l'epic fantasy dans la culture en général et dans la culture scientifique en particulier. Et puis on avait bien sympathisé. Et puis je lui avais demandé, je lui avais dit tiens, je ferais bien un bouquin sur les sciences dans Trône de fer, tellement l'univers est détaillé et riche. Est-ce que ça te dirait de l'illustrer? Puis il m'a dit, bah ouais, avec plaisir et tout, on garde contact. Et lui, il est en Irlande en fait. Et donc on a gardé contact et là on s'est revus. Pareil pour l'édition, la dernière édition en fait de la fête du livre du Var à Toulon. Et on a dédicacé le Trône de fer et les sciences. Donc j'espère qu'il reviendra en fait en France, pourquoi pas aux Utopiales à Nantes ou aux Imaginales à Épinal par exemple. Mais voilà, tout ça pour vous raconter que effectivement, Winter is Coming, c'est un peu le leitmotiv, enfin un des leitmotifs de la série, et qu'il est très important, alors que c'est un climat hyper froid en fait qui vient du nord. Et moi, dans mon rôle en fait dans ce collectif-là, donc le Trône de fer et les sciences, c'est que je me suis amusé à partir des descriptions des animaux et du paysage, bien sûr, au-delà du mur, pour essayer de dater, en fait, ou en tout cas de mettre en parallèle cette espèce de grande glaciation de Winter is Coming avec les glaciations qui se sont succédées au cours des temps assez récents, puisque on est au Quaternaire en ce qui concerne notre planète réelle, et puis il y a déjà eu plusieurs épisodes glaciaires. Et actuellement, on est dans un épisode interglaciaire, sauf que bon, l'humain dérègle un peu la machinerie générale, on va dire, du système climatique ou plutôt du système Terre, bien sûr, ce que certains appellent Gaïa d'ailleurs. Et voilà, donc en fait, on voit aussi dans la série télé, on voit des mammouths qui sont très bien décrits dans le livre par Jon Snow, comme des espèces de créatures monstrueuses géantes avec une trompe en forme de serpent et des poils longs hirsutes. Et ça, typiquement, c'est un élément, alors peut-être un peu banal pour le lecteur, on va dire, qui n'est pas forcément naturaliste, mais pour moi, en fait, c'est une belle description d'un mammouth laineux. Et le mammouth laineux a vécu durant la dernière glaciation, donc ça donne un indice. Et puis, voilà, je sais dans les descriptions de Martin que de l'autre côté du mur, il y a des grands ours blancs, il y a des dire wolves, voilà, il y a toute une faune, en fait, qui évoque une certaine glaciation à un certain moment donné. Et quand on présente les arguments, l'intérêt c'est ça en fait, c'est de pas faire dire à Martin ce qu'il a jamais dit sur les glaciations ou autres. C'est vraiment de s'amuser à faire des sciences et surtout à rendre les sciences attirantes finalement en se disant tiens peut-être que la prochaine fois je regarderai la série télé peut-être d'un autre œil, avec un autre regard, où je relirai les bouquins avec un autre regard. Et si vos auditeurs font ça, c'est gagné pour nous. On est ravis parce que le but, c'est de se poser, c'est de se décaler un peu par rapport à ce qu'on voit et essayer d'analyser en fait les œuvres de fiction. Alors on cite Tolkien ou Le Trône de Fer, mais on a fait ça
par exemple avec Roland Lehoucq, sur l'œuvre de Frank Herbert, qui s'appelle Dune, que Denis Villeneuve a adapté l'année dernière, et puis il y a un deuxième opus aussi de prévu en fin d'année. Donc voilà, tous ces univers hyper complexes, en fait, sont hyper intéressants aussi au regard des sciences. Et voilà, le climat, c'est vrai que le climat dans le Trône de Fer, sans Winter is Coming, c'est... Alors à la fin, l'hiver est là, donc on voit les conséquences en fait d'un hiver qui est symbolisé finalement par une invasion massive des marcheurs blancs, dont on ne sait pas trop d'où ils viennent d'ailleurs. C'est un petit peu explicité dans la série qui prend parti, alors que dans les livres, Martin reste un peu plus mystérieux en fait sur l'origine de ces espèces d'êtres qui sont accompagnés par le vent. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est finalement une concrétisation du vent, si eux-mêmes ne sont pas du vent finalement, ou ils sont toujours accompagnés d'un blizzard, d'une vague de froid mortel. Et donc, tout ça symbolise évidemment en fait notre menace climatique réelle, actuelle, qui n'est pas un refroidissement, mais plutôt un réchauffement. Donc on voit aussi que finalement les auteurs d'epic fantasy, d'heroic fantasy, de science-fiction ou de culture des mondes imaginaires en général, puisent dans les peurs, dans les préoccupations actuelles, dans les fantasmes aussi, puisent de la matière pour en fait créer des œuvres tout à fait originales, et puis des œuvres qui aussi permettent, grâce à la fiction, de dénoncer aussi ou de critiquer la réalité. C'est aussi un des rôles forts de la science-fiction ou de l'imaginaire en général. On pense par exemple à Cyrano, on pense à Candide. On est en pleine ironie, et donc on est au siècle des Lumières, ou pour Candide en tout cas, où finalement ce personnage-là, fictif, ne sert que de leitmotiv pour critiquer en fait la royauté et la monarchie de droit divin, commençait d'ailleurs un peu à s'essouffler à l'époque, quoi. Tel que précisé dans le livre Le Trône de Fer et les sciences que vous avez dirigé, Martin explique qu'il s'est appliqué à créer un monde le plus réel possible. Dans notre système terrestre, des facteurs écologiques régissent l'organisation des grandes régions biogéographiques, aussi appelées biomes. Il y a par exemple des facteurs extraterrestres, comme l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre, et des facteurs intraterrestres, par exemple la cellule de Hadley qui fait écho à une circulation atmosphérique spécifique. En prenant notre modèle terrestre comme modèle de base, peut-on expliquer la répartition des grands biomes de Planétos avec les mêmes facteurs écologiques planétaires que les nôtres ? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Dan Lunt au niveau climato. Il s'est vraiment basé sur ce qu'on observe en termes de machinerie climatique sur Terre, pour essayer de mieux analyser en fait ce qu'on appelle Planétos, c'est-à-dire la planète fictive de Martin. Et donc oui, tout à fait. En fait, les mécanismes de cette machinerie climatique, c'est l'hypothèse de travail en fait de départ. On considère que ces mécanismes-là sont identiques, et donc on va se lancer dans une analyse de Planétos, en prenant en compte bien sûr les configurations de Westeros, d'Essos, mais pas que, parce que il y a un autre continent du sud qui s'appelle Sotorios, qui est un petit peu quand même évoqué dans la série, mais qui est un peu plus suggéré ou à peine décrite dans les livres. Et ce continent-là, il est immense, en fait, puisque un vol de dragon de 3-4 jours n'a pas suffi à le cartographier, si vous voulez. Donc ça, c'est écrit en fait dans l'œuvre. Et on a une sorte de continent, de méga continent du sud, avec une végétation hyper tropicale. D'ailleurs, les humains, les humanoïdes, on va dire, qui s'y sont aventurés, ne sont jamais revenus. Donc on a une sorte d'enfer vert, une sorte d'allégorie de l'Amazonie ou des grandes forêts profondes africaines également, en tout cas subtropicales, avec des êtres et des espèces tout à fait originales, parce qu'il y aurait des raptors, c'est intéressant de voir que finalement, l'espace pour George Martin, c'est aussi l'histoire de notre monde, puisque au-delà du mur, on a une glaciation, mais Sotorios, tout au sud,
c'est finalement un peu le climat et la faune du Jurassique. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'on est dans un monde hyper, alors fantastique évidemment, mais plausible et en tout cas agréable à analyser avec effectivement donc les mêmes mécaniques ou les mêmes rouages. Vous parliez des paramètres de Milankovitch en fait tout à l'heure. Ça aussi, ce sont des paramètres qui sont pris en compte par notre cher climatologue qui a fait des arrêts sur image, j'imagine, du générique pour calculer la distance de Planétos par rapport à son étoile, etc. Donc voilà, c'est des petits éléments comme ça, des petites clés de lecture qui, mises bout à bout, font que l'analyse est plausible. Alors, encore une fois, on ne veut pas faire dire à Martine ce qu'il n'a jamais dit sur son monde ou sur telle et telle espèce, mais il s'agit, voilà, encore une fois, d'expliquer en fait ce qu'on appelle notre boîte à outils méthodologique, c'est-à-dire notre investigation scientifique en fonction des disciplines qui sont traitées. Merci beaucoup Jean-Sébastien Steyer d'avoir été notre guide pour cette promenade dans l'imaginaire. Merci. That she
C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs. Vous avez écouté Holy Monitor de Blue Whale et vous êtes toujours au Labo des Savoirs où Nolwenn Laroche-Pelletier a exploré en première partie les univers imaginaires avec Jean-Sébastien Steyer. Changement de pilote pour la deuxième partie de notre émission où nous décollons vers d'autres mondes en compagnie cette fois de Roland Lehoucq. Auditrices, auditeurs, je vous propose de littéralement dépasser les bornes à l'occasion de cette 23e édition du Festival des cultures de l'imaginaire, les Utopiales de Nantes. Effectivement, cette année, le Salon international de la science-fiction a pour thème les limites. Et pour voyager à la conquête d'univers fictifs, au-delà de galaxies lointaines, très très lointaines dans l'espace et le temps, j'ai le plaisir d'être accompagné par Roland Lehoucq, explorateur de l'imaginaire. Vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique, président des Utopiales, et vous êtes également vulgarisateur scientifique. Vous avez effectivement écrit et coécrit de nombreux ouvrages avec des chercheuses et chercheurs. Dune, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Alien sont autant d'univers que vous avez explorés. Quelle a été votre motivation de vouloir appliquer un savoir très professionnel, très scientifique, à des univers fictifs dont on n'a que des descriptions textuelles, des illustrations ou des cartes ? Alors, initialement, quand j'ai voulu me mettre le pied à l'étrier pour la diffusion des connaissances scientifiques, comme astrophysicien, c'était fin des années 90, disons. Bon, le terrain était déjà occupé, si j'ose dire, par des grands noms, citons Hubert Reeves, André Braic et d'autres encore. Et donc, du coup, c'est pas tellement l'astrophysique qui m'intéressait dont il m'intéressait de parler, mais plutôt de physique en général, parce qu'après tout, je suis physicien de formation, et d'en parler sous un angle un peu amusant, un peu intéressant. Et comme par ailleurs, je lisais beaucoup de science-fiction depuis que j'ai à peu près 12 ans, je me dis, ça pourrait être marrant d'utiliser la science-fiction, d'utiliser les mondes de la science-fiction pour mener à leur propos une enquête qui serait un peu similaire, au moins dans la pratique, si ce n'est dans les conclusions bien sûr, à celle que les scientifiques mènent sur le monde réel. L'idée étant donc d'abord démêler le vrai du faux, ce qui tombe sous le sens pour les œuvres de fiction. On peut se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En même temps, c'est un exercice un peu vain parce que, disons, par défaut, tout est faux, puisque ce sont de la science-fiction. Donc, les choses sont éduquées scientifiquement, les auteurs, les autrices lisent des revues ou voient des documentaires scientifiques, se documentent sur les sciences qu'ils vont mettre en scène, mais le principe de véracité scientifique n'est pas leur guide ultime, c'est plutôt de faire une bonne histoire, de faire une histoire qui pose des questions, qui met en scène des personnages, bref, de faire quelque chose qui soit lisible, visible, si c'est un film. Et donc, de démêler le vrai du faux peut tomber sous le sens, mais en réalité, c'est pas le plus important, c'est même pas le plus intéressant. On peut le faire au passage. Et j'ai réalisé très vite que, bien sûr, c'était plus intéressant d'essayer d'abord et si on voulait faire la même chose, comment on s'y prendrait ? Alors ça commence par un sabre laser, par exemple, à l'époque, quand j'étais petit. C'était quand même le truc qu'on avait vu au cinéma qui était vraiment fantastique. Et si je veux un truc pareil, comment je fais ? Ça, c'est déjà un autre niveau, c'est ne pas prendre finalement ces mondes imaginaires pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme essentiellement de l'invention, beaucoup d'invention, mais d'essayer de leur dire quand même, est-ce qu'on peut pas s'arranger pour que ça marche ? On aimerait bien que ça marche. Et puis, évidemment, souvent, ça ne marche pas, même en essayant d'injecter un peu de connaissances scientifiques réelles ou d'ingénierie réelle. Et donc là, le chemin s'arrête aussi assez vite. Et finalement, la partie la plus intéressante qui est arrivée, vous voyez, après ce petit cheminement, c'est est-ce qu'on peut essayer de déterminer dans ces œuvres des informations qui n'y sont pas données explicitement. Dans le cas du sabre laser, c'était une évidence qu'il fallait faire ça avant même d'en fabriquer un, d'essayer sans aller jusqu'à la fabrication réelle bien sûr, mais c'est de dire comment je ferai en vrai, parce qu'après tout, il faut être capable de chiffrer les performances du sabre laser. Il faut être capable de faire en quelque sorte le cahier des charges. Et ce cahier des charges, pour le faire, il n'y a pas la doc. La doc, elle n'existe pas. Et puis, il n'y a pas de Jedi qui vous donne d'informations chiffrées, si j'ose dire. Bon. Alors, avec ça, il faut donc se débrouiller pour, avec ce que l'on voit du film, essayer finalement de fixer le cahier des charges. Et ça, c'est finalement une enquête. Alors, on pourrait appeler ça, si on était dans l'ingénierie, du rétro-engineering. On vous donne l'engin, et à partir de ce que vous en voyez dans son fonctionnement, vous essayez d'en déduire de quoi il est fichu à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a comme machine à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'il y a comme composant ? Comment il a été conçu ? Même chose, finalement, la compréhension scientifique du monde, qu'elle soit physique, bien sûr, mais biologique, chimique, du monde naturel en général,
elle passe par ce rétro-engineering du monde. J'observe des choses, il y a aussi des expériences bien sûr qui sont menées, mais à partir de ce corpus, essayer de reconstruire les règles et les lois qui gèrent les phénomènes auxquels on a assisté, qu'on a sollicité de la nature. Et donc il est apparu assez vite l'idée qu'on pouvait faire la même chose, faire cette enquête pour essayer de déterminer des informations non données. Alors ça a commencé à 2 titres. Il y a eu deux exemples qui me sont tout de suite tombés sous le sens. C'est pas tout de suite Star Wars, justement, curieusement, alors que maintenant, c'est vrai qu'on me connaît beaucoup pour cette enquête sur l'univers de Star Wars. Le premier, c'était sur Superman, qui est un super-héros intégral, si j'ose dire. Il a beaucoup de super-pouvoirs. Alors, je m'étais dit, tiens, Superman, est-ce qu'on pourrait pas faire le rétro-engineering, là, pour le coup, les super-pouvoirs, alors les super-pouvoirs, disons, raisonnables. Quand je dis raisonnables, ils le sont pas vraiment, en fait, mais les premiers super-pouvoirs. Il lance des voitures très loin, il vole, il est très fort, il a une ouïe incroyable, une vue incroyable. Bon, des super pouvoirs extraordinaires, mais après, il est devenu vraiment incroyablement surhumain. Eh bien, est-ce qu'à partir de ces super pouvoirs considérés comme réels, on ne peut pas essayer de construire le héros tel qu'il devrait être pour satisfaire au mieux les pouvoirs qu'on lui prête? Et donc là, on le déforme, finalement, on le transforme pour le faire coller à ses pouvoirs. Et la deuxième enquête s'était faite avec un collègue astrophysicien, Robert Moszkowicz, où on avait discuté de Tintin. Et on avait réalisé que dans Tintin, dans le Temple du Soleil, on peut déterminer la position du Temple du Soleil uniquement avec les informations de l'album. Alors, bien sûr, on se doute bien que c'est quelque part en Amérique du Sud, vu la situation, vu l'endroit, le lieu géographique général évoqué dans l'album. Mais où exactement en Amérique du Sud? Est-ce qu'on va mettre le doigt sur la carte et dire le Temple du Soleil, il est là? Eh bien ça, on peut le faire avec une enquête bien menée, utilisant à la fois l'astronomie et les informations qui sont réparties, disséminées dans l'album. Sans savoir d'ailleurs à l'avance si Hergé voulait ou non que son histoire soit réelle. Il a dit « je mets le temple du soleil ici, je prévois le coup comme ci, je fais mes coups comme ça », et à la fin, il déroule son histoire sans révéler l'emplacement réel. Donc on peut mener cette enquête, et là je me suis dit vraiment, ça marche, c'est vraiment génial, c'est vraiment plaisant, ça plaît au public quand on en parle, et ça permet de montrer en action comment fonctionne le cerveau scientifique. Et finalement, c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est qu'au-delà des connaissances scientifiques que l'on peut aborder, parler d'éclipses dans le cas du Temple du Soleil, parler du vol des oiseaux ou de la force musculaire dans le cas de Superman, ou de l'ouïe, ou de la vision, eh bien au-delà de parler, disons, des faits de science, ce que l'on sait du fonctionnement de la nature, on peut aussi parler de la façon dont on a obtenu ces connaissances, la méthode qui a permis d'aboutir à ces connaissances. Et donc cette alliance-là m'a paru assez intéressante, et du coup après, une fois qu'on a commencé, on appuie sur le bouton, ça continue tout seul, il n'y a plus qu'à décliner en fonction de ses goûts, en fonction des films que l'on a aimés, des films qui sortent, des nouveaux films, des questions que pose le public. Bref, après, c'est pas une tâche infinie, mais quasiment. Et à ce propos, dans ce processus de rétro-planning, de chercher d'aimer le vrai du faux, le possible de l'impossible, est-ce que vous avez été confronté à un exemple dans la science-fiction que vous n'avez pas réussi à expliquer, ou alors avec plus de difficultés que d'autres situations? En science-fiction, il y a plein de situations où ça ne marche pas. Plein de situations, ça ne marche pas, parce que c'est un peu le lot de la science-fiction, essayer de mettre en scène des choses qui sont merveilleuses, qui sont extraordinaires. On a envie de s'y intéresser parce que l'objet technique lui-même est incroyable. Et parce qu'on a besoin d'objets techniques qui résolvent des difficultés. Par exemple, si on veut faire un empire galactique et qu'il y a une entité centrale qui doit gérer ça, un peu comme on gère un pays, ou on gère un empire terrestre, alors il faut qu'il y ait des moyens de communication assez rapides entre les différentes parties de l'Empire. Une des raisons, il y en a bien d'autres, mais une des raisons pour lesquelles l'Empire romain a pu perdurer aussi longtemps, en plus d'une volonté d'uniformité politique ou sociale, il y a aussi l'idée que les troupes de l'Empire pouvaient se déplacer d'un bout à l'autre assez rapidement grâce à un réseau soit navigable, soit de routes qui permettait aux troupes d'Espagne, de ce qui était plutôt la zone des Ibères, d'intervenir du côté du Liban en moins d'un mois. Donc on ne pouvait pas mettre le bazar dans l'Empire impunément sans que les troupes arrivent et règlent le problème au bout d'un mois. Donc il y a besoin d'aller assez vite. Alors si vous êtes dans un monde ou dans un univers où les distances entre étoiles sont considérables, il faut, à la vitesse de la lumière, littéralement des années pour franchir les distances entre étoiles. Même ça, c'est totalement ingérable. Et donc, du coup, vous dites, c'est pas grave, on va passer par l'hyperespace, on va aller plus vite que la lumière, on va faire des warp drive, on invente un objet technique ad hoc
qui résout le problème pour qu'à la fin, on puisse situer cette histoire impériale dans un monde stellaire plutôt que dans un monde planétaire. Il y a tout un tas d'objets techniques de la science-fiction qui sont invoqués pour résoudre un problème qui sinon ne serait pas résolu et qui tuerait l'histoire. Et comme ce qu'on veut mettre en avant, c'est l'histoire, plutôt que l'objet technique bien pensé par l'auteur, je ne vais pas dire, ou l'autrice, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent de l'objet technique, mais s'il n'est pas très correct, ça n'est pas problématique. Ce qui compte, c'est que l'histoire soit intéressante, que la narration soit passionnante, que les relations entre les personnages soient importantes, et les objets techniques sont toujours présents, mais ne sont là que pour huiler un peu les choses et résoudre les problèmes. Donc c'est assez faux en général, et puis parfois, ça peut tomber juste, soit par chance, soit parce que finalement, auteurs ou autrices ont appris des sciences, finalement, sont assez malins et mettent les choses en scène de manière particulièrement habile. Mais c'est souvent pas tant la projection technique, faire de la futurologie, quoi. Inventer un objet technique nouveau pour dire, nous on est des malins, on a inventé un objet technique nouveau. C'est plutôt la situation qu'ils cherchent à inventer. J'ai l'impression, les auteurs, la situation humaine, la situation entre humains et extraterrestres éventuellement, mais la situation nouvelle qu'ils cherchent à inventer. Un exemple pour ça avec Jules Verne, puisqu'on est dans la ville de Jules Verne, quand il invente, si j'ose dire, quand il met en scène son sous-marin, quand il met en scène le Nautilus, un sous-marin électrique. À l'époque de Jules Verne, les sous-marins, ça existe. C'est pas terrible, hein. C'est des tubes fermés, on respire par un tuyau. À l'intérieur, le gars est allongé et il pédale. Littéralement, il pédale à l'intérieur, ça fait tourner une hélice et il avance sous 30 cm d'eau. Ça fait léger comme sous-marin. Ça, c'est les sous-marins de l'époque. Après, ça s'est un peu amélioré, mais ça, c'est à l'époque. L'électricité, ça existe. Même les moteurs électriques existent, pas depuis très longtemps. Zénobe Gramme, un inventeur belge, a fait les premiers moteurs électriques. Bon, il met ça en scène. Super. C'est pas un effort sans importance, sans intérêt. Après tout, il faut quand même être capable de dire, dans ces machins moisis qui sont sous 20 cm d'eau et dans ces moteurs qui font pas terrible pour l'instant, il y a quelque chose, il y a comme un potentiel et je vais le mettre en scène. Il y a aussi une volonté didactique, montrer les merveilles de l'océan, etc. Mais une conséquence qu'on n'évoque pas très souvent à propos du sous-marin du capitaine Nemo, on est souvent exalté par l'inventivité, finalement, le génie peut-être même, pour certains, de Jules Verne. On oublie qu'il y a une autre partie géniale qui passe sous silence, c'est que le capitaine Nemo, avec cet unique sous-marin, un vaisseau finalement qui navigue dans les mers, sous les mers, il devient littéralement le maître des océans, devant la flotte anglaise. Parce qu'il peut, il le fait d'ailleurs plusieurs fois, il déteste les Anglais, puisqu'il est d'origine indienne, Nemo, il coule impunément les navires anglais. Impunément. Et il ne dépend pas des immenses ressources de l'Empire anglais. Il a tout à disposition sous les océans. Donc on voit qu'avec un vaisseau, il devient littéralement le maître des océans versus toute la flotte anglaise. Donc ça, c'est une conséquence intéressante. C'est une conséquence qui est plus humaine, politique, même géopolitique, de la possession d'un sous-marin. Et ça, c'est peut-être pas la chose qui est passée, qui est mise en avant, alors que pour moi, c'est la chose la plus intéressante dans le sous-marin du capitaine Nemo. C'est les conséquences humaines, finalement, de cet objet. Il y a un auteur de SF qui s'appelle Frédéric Paul, qui disait que inventer la voiture, c'est pas bien difficile. Si on est, mettons, un auteur de SF ou de proto-science-fiction du 19e siècle, ce n'est qu'un cheval mécanique, finalement. Il faut l'inventer, c'est un effort pas négligeable. Le plus dur, c'est d'imaginer qu'un jour, il y en aura tellement qu'il y aura des bouchons. Ou, on pourrait dire maintenant, ça polluera l'air. Comme les chevaux polluaient le sol par leur déjection. Polluer, mais les gens ramassaient, ensemençaient leur déchet qui servait finalement à ensemencer les terrains cultivables. Donc au final, la science-fiction, voilà où elle est intéressante. Donc les objets techniques ne marchent pas. C'est pratiquement tout le temps le cas, très souvent le cas. Parce que même en étant ignorant des sciences, on vous désigne un truc de la science-fiction pour dire ça marche pas. Et vous vous trompez rarement. De temps en temps, vous vous tromperez, mais parfois, le plus souvent, vous vous tromperez pas. Mais là où elle est intéressante, c'est dans la projection qu'elle fait. Comme elle ne cherche pas à inventer des choses nouvelles pour la chose nouvelle, elle cherche plutôt, j'ai l'impression, en tout cas c'est celle qui m'intéresse moi, à inventer des situations nouvelles qui sont motivées par des objets techniques qui, eux, vont motiver la situation nouvelle. Et si l'objet technique est faux, c'est pas grave. On s'en fout, ce qui compte c'est la situation. Et si l'objet technique est plausible ou qui fonctionne bien, pourquoi pas aussi. Il y a des auteurs et des autrices qui font des efforts très sensibles, c'est toute la mouvance de hard science, pour que ça tienne la route d'une certaine façon, qu'on y croit, que l'objet soit très plausible. Quand vous étudiez ces univers, ces objets, ces technologies, sur quel type de documents vous allez vous baser pour vérifier la plausibilité des univers ou des technologies ? Sur mes connaissances et celles que j'apprends en me documentant. C'est-à-dire quand c'est de la physique, j'en sais pas mal, donc du coup, j'arrive à me débrouiller un peu tout seul. Quand c'est de la chimie, de la biologie, alors j'en sais un peu, il faut que je demande. Et puis je m'allie aussi avec des gens. Mon camarade Jean-Sébastien Steyer, lui qui est paléontologue, avec lequel on a beaucoup œuvré ensemble sur des discussions science et fiction.
lui du côté biologie, moi côté physique, puis des fois en alliant les deux. Il y a quelques êtres emblématiques où on peut mettre les deux à la fois. Si on prend par exemple Godzilla comme résultant d'une évolution, biologie, ou Godzilla comme monstre géant dont la taille, du point de vue biomécanique, est peut-être sujette à discussion et pourrait lui poser quelques problèmes. Donc on arrive pour certains êtres à discuter à la fois de biologie et de physique. Et donc c'est ce que je préfère, j'aime bien faire aussi, c'est-à-dire m'allier avec ceux qui savent plus que moi sur certaines disciplines ou leur suggérer des thèmes qui ensuite sont discutés par des gens de l'art. Et puis quand il faut que ça soit moi, ou quand ça m'amuse de le faire moi, alors je me documente, ou je demande à ses amis qu'ils me documentent. Mais ça peut être vrai, pas qu'en sciences dures d'ailleurs, ça peut être vrai aussi en sciences humaines, ça peut être en politique, en sciences juridiques, ça peut être en urbanisme, ça peut être en chimie. Alors en chimie évidemment, pareil, j'ai déjà fait ça avec mon camarade Fabrice Chemla. On peut utiliser tout un tas de disciplines, pas que de sciences naturelles, disons, mais de sciences en général, incluant donc bien entendu les sciences humaines, de sorte qu'on puisse analyser complètement une œuvre. C'est un peu ce qu'on a fait avec Dune, où c'est une œuvre un peu intégrale, même beaucoup intégrale, si j'ose dire, où il y a des éléments évidemment d'écologie, des éléments de géopolitique, des éléments qui ressortent de l'astronomie, parce qu'après tout, Dune est une planète singulière, avec un monde qui est qualifié, astronomiquement qualifié. Il nous décrit un peu la planète qui tourne autour de Canopus, et dans des conditions, et tatati, tatata, l'atmosphère, donc tout un travail sur la planétologie. On peut se dire, mais ces Fremen, ils sont gentils les Fremen, pourquoi ils n'utilisent pas l'énergie solaire? Il y en a plein, il y a du soleil, il y a du sable. Le sable, c'est pour faire les panneaux solaires, le soleil, il y en a plein. Pourquoi ils n'utilisent pas ça? Ils veulent transformer leur planète, comment ils s'y prennent? Est-ce que c'est plausible? Ils font ça lentement, est-ce que c'est plausible? Etc., etc. Et on peut décliner comme ça tout un tas de thèmes à l'aune. On peut parler de la linguistique, de tous les mots qu'il emploie, de la religion, de l'impact des conditions environnementales sur le fonctionnement même de la société des Fremen, toute la symbolique autour de l'eau et tout leur travail, leur travail autour de l'eau. Bref, ça permet de parler de 1000 choses d'anthropologie, de 1000 choses intéressantes, en prenant prétexte d'une œuvre populaire, d'une œuvre j'appellerais de la culture populaire. Dune est une œuvre très connue, c'est une des œuvres de fiction les plus vendues, certainement moins que tout un tas d'autres cochonneries qu'on a vu passer, mais c'est sans doute une des œuvres de fiction les plus vendues. Et partant de cette œuvre, on peut, faisant ce détour par un monde imaginaire, finalement parler que du seul monde qui est vraiment intéressant, qui est le nôtre d'ici et maintenant, finalement. Mais donc voilà, l'idée c'est ça, moi je me documente, j'échange avec des gens qui savent, et au fil de l'eau, j'ai réalisé qu'il y a plein de gens, et il y a une affaire générationnelle évidemment, il y a plein de gens et de jeunes gens qui sont à la fois intéressés par les sciences, à la fois amateurs de science-fiction. Quand j'avais 25 ans et que je commençais à faire des conférences sciences et science-fiction, je racontais pas trop ça autour de moi dans mon milieu scientifique. Non pas que je craignais que ça soit un peu mal vu. C'est pas sûr que ça l'ait été, mais j'avais un peu une appréhension d'une façon, en me disant qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Parce que même si on parle à un public, au grand public, on est aussi écouté par ses pairs. Et les pairs, on vit avec, si je veux dire, dans le laboratoire. Donc, et son capital symbolique, il est créé au laboratoire, il n'est pas créé avec le grand public, enfin, en tant que scientifique. Et donc, du coup, maintenant, c'est quelque chose qui passe complètement, il n'y a plus aucun problème. C'est vraiment une affaire générationnelle. Et donc, d'avoir ça, moi, ça m'apprend plein de choses. Et ça permet d'élaborer plein de sujets, et dans la collection Parallaxe que je dirige aux éditions Le Bélial, de pouvoir précisément demander à des auteurs d'écrire sur un thème donné qui m'intéresse, sur les villes dans la science-fiction, sur la chimie, sur le cerveau, sur la politique ou le cyberpunk comme grille de lecture politique du monde actuel, etc. D'avoir des thèmes qui, moi, m'intéressent et que je suis totalement incapable de traiter parce qu'il me manque tellement de choses que même en me documentant, jamais j'arriverai à écrire de manière un peu sérieuse là-dessus. Et donc, c'est l'intérêt. Voilà. Ça peut se décliner en réalité dans toutes les disciplines. Avec toutes ces méta-analyses à travers de nombreuses très variées disciplines sur les univers fictifs, est-ce que vous avez pu identifier les ingrédients ou les paramètres en se basant sur notre système terrestre, jusqu'à quel point on peut les faire varier et qu'il y ait quand même une vie, une biologie qui soit un peu imaginaire, fictive et complètement intéressante? Oui, alors, ça c'est ce qu'on fait un peu, on tente de faire ça dans notre dernier bouquin avec Steyer et Jean-Sébastien Steyer et Laurent Jeunefort, un auteur, lui qui est Jeunefort, auteur de science-fiction, qui s'appelle La vie alienne. C'est de se dire, comment construire une planète qui ne s'écroule pas en 2 minutes? Je veux dire par là une planète qui tienne la route, qui fasse sens du point de vue de la biologie, de la planétologie, de la physique, de la géologie, etc. D'abord une planète qui soit plausible. Et en même temps, se dire, oui, mais est-ce que c'est pas une planète qui est un peu, allez, disons-le, un peu emmerdante finalement, un peu comme la Terre? Eh bien non, c'est ça qu'on réalise, ça que réalisent
les sciences naturelles et la biologie en particulier. Alors moi quand j'étais petit dans les années 75, c'est là où on a vu les découvertes, je me rappelle des fumeurs noirs. Il y a des trucs incroyables qui se passent au fond des océans. Moi j'étais fasciné par ça, je dis c'est dingue. Dans le noir des océans, alors qu'on se devrait rien se passer, il y a des trucs qui se passent vivants. Alors ça a révélé des mondes nouveaux, terrestres pour le coup, mais ça ouvre des possibles extraterrestres. Et donc finalement, c'est de réaliser que les connaissances scientifiques, loin de limiter en fait les possibilités d'émergence de la vie, même si elle reste encore un mystère pour l'apparition de la vie sur Terre, et la question de la vie en dehors de la Terre en est un tout aussi grand, eh bien la multiplicité des sites qu'on a pu trouver sur Terre où il y a de la vie ont fait que maintenant ça ouvre des possibles incroyables. Et donc de réaliser ça, donc de montrer que en fait au fil de l'eau, plein de possibles sont ouverts qui étaient fermés dans la science-fiction des années 60. Quand on regarde par exemple Asimov ou d'autres qui essaient un peu d'éduquer leur planète, alors elle tourne autour de soleils de type G, G2, G3, alors ils donnent des noms qui existent, qui sont réels de l'astronomie, de l'astrophysique. Parce qu'à l'époque, on n'imaginait pas autre chose. Maintenant, on sait que peut-être autour d'une naine rouge, pourquoi pas. Dans des lunes glacées, sous des croûtes de glace, pourquoi pas. Et dans des situations encore plus biscornues, pourquoi pas. On n'en est pas sûr, mais pourquoi pas. Et ça ouvre des possibles incroyables. Et donc, c'est pour montrer la diversité des possibles, finalement, le chemin qu'ont fait les sciences pour ouvrir ces possibles et que montrer que si la science contraint, évidemment, parce qu'elle va vous dire, ben non, ça, camarade auteur, c'est pas bon ton truc, hein. Plus que la lumière, on n'y croit pas. Ah, mais t'es un casse-tête, toi. Non, mais t'inquiète pas, on va s'arranger. On va te trouver un truc plausible et qui fera l'effet de plus plausible. Donc on voit quand on triture un peu la science, ou simplement des fois on la regarde telle qu'elle est, et telle qu'elle est, elle est des fois absolument incroyable, on se retrouve dans des situations auxquelles auteurs et autrices de science-fiction n'auraient pas pensé. Parce qu'ils ne sont pas des scientifiques, ils ne sont pas forcément à la pointe ou à la connaissance ultime de ce qui se passe dans les laboratoires. Et donc ils le lisent peut-être dans les revues de vulgarisation, mais pas tout à fait ce qui se passe dans les laboratoires. Et donc ce bouquin-là, c'était l'idée qu'on pouvait montrer toute cette multiplicité possible et qu'il restera toujours un truc qui est le plus génial en réalité, je pense, pour les auteurs et les autrices de science-fiction, qui est l'élaboration du monde. C'est déjà un jeu, comme un jeu de mécano, un peu contraignant, parce qu'il faut apprendre un peu de physique, un peu de chimie, de biologie, blablabla. Donc c'est un jeu un peu contraignant, mais une fois qu'on a fait ça, on a un monde à sa main, et là où ça devient génial, et c'est là où l'imaginaire peut s'engouffrer, faire ce qu'il veut, c'est ça a quoi comme conséquence sur les êtres qui sont dessus. C'est quoi un monde? C'est pas juste imaginer les planètes, la planète, l'atmosphère, les fleurs, les plantes, les bestioles qui vivent dessus, les êtres intelligents éventuellement qui font des plans. C'est qu'est-ce que ça veut dire une fleur qui sent cette odeur pour cet être particulier? Et ça, c'est des choses que peut dire les scientifiques là-dessus? Rien du tout. Et donc, c'est cette mise en scène de l'interaction entre le monde et les êtres qui le peuplent, parce que si c'est un monde désertique, c'est moins amusant d'une façon. Il faut bien qu'il se passe quelque chose, quoi, qu'il y ait de la vie éventuellement intelligente. Et donc, c'est de montrer qu'il y a une marge considérable, en réalité, dans l'interaction entre ce monde physique, un peu brutal, un peu carré, même si comment dire, ça s'est beaucoup ouvert depuis une quarantaine d'années, et les êtres qui l'habitent, c'est d'imaginer toutes les conséquences. Si dans le ciel de la Terre, il y avait 2 soleils, ça change quoi? Si on était au voisinage d'un très gros amas globulaire, et qu'au lieu, sans être dans l'amas globulaire, qui aurait, à mon avis, c'est pas une bonne idée, hein, Alastor pour Jack Vance, c'est pas une bonne idée. Mais s'il y avait un amas globulaire dans le ciel où il y a un paquet de 100 000 étoiles, très concentrées, assez proches de nous, et que dans le ciel, littéralement, de jour comme de nuit, on voit ce putain de truc, excusez-moi, dans le ciel là, qui nous regarde comme un œil dans le ciel, qu'est-ce qu'ils disent les gens sur le sol? Ils voient ce truc, qu'est-ce qu'ils en font dans leur imaginaire? En quoi ça va modifier, ça va construire leur imaginaire, leur religion et leurs relations sociales? Et c'est ça que Herbert fait avec le cas de l'eau dans Dune, et ça c'est génial, ça c'est vraiment intéressant. Donc il n'y a pas besoin, il peut traiter l'eau de manière tout à fait basique. Dune, il y a eu de l'eau, on sait qu'il y a eu de l'eau, il y a des zones blanches qui sont du sel, qui sont réfléchies du soleil, on les voit bien dans le lointain, on sait qu'il y a eu de l'eau, il n'y en a plus, il y a du sable, il y a les vers, il y a un petit cycle, et l'eau c'est important parce que t'y es ta, alors ça fait quoi? Alors ça fait quoi? Il n'y a pas besoin d'avoir un cycle extraordinairement développé, il faut qu'il soit juste un peu évoqué, plausiblement évoqué, et c'est parti. Et donc c'est ce qu'on essaie de montrer dans ce bouquin, c'est qu'en fait la science, loin de finalement tuer le rêve, entre guillemets, ou tuer l'imaginaire, au contraire, peut être, par les contraintes qu'elle fixe, ou par les voies qu'elle ouvre, des voies nouvelles, ouvrir des possibles pour ceux qui font profession d'écrire dans l'imaginaire. Notre voyage touche à sa fin et nous devons revenir à la réalité. Merci infiniment Roland Lehoucq pour avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une excellente continuation au Salon des Utopioles 2022. Merci à vous.
C'est la fin de notre voyage vers les univers imaginaires. Merci à Roland Louck et Jean-Sébastien Steyer pour le temps accordé à ces interviews menées par Nolwenn Laroche-Pelletier et avec la chronique de Célie Dubost. À la réalisation Sophie Potvin et Dounia Saez, une émission que vous pouvez retrouver sur vos applications de podcast ou sur labodessavoirs.fr. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.